Le conflit dans l'Est de la RDC, on en parle avec Pierre Boisselet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des recherches sur la violence à l'Institut congolais Eboutelli. Jean-Luc Eguezier vient le dire dans le sujet, il vient d'évoquer la situation à Saké. Où en sont les combats aujourd'hui? Effectivement, la situation est critique à Saké. Ça fait plusieurs jours que les combats sont extrêmement intenses. C'était encore le cas aujourd'hui. Alors, d'après les dernières informations qu'on a, la ville ou la localité semble assez divisée, c'est-à-dire que le M23 a pu prendre certaines positions. L'armée congolaise, les FARDC, en détient d'autres. Et donc le sort de cette bataille n'est pas encore scellé à l'heure où on parle. Le risque pour Goma, quel est-il? Alors, dans l'immédiat, c'est essentiellement celui de l'encerclement, c'est-à-dire que Saké, en fait, c'est le carrefour qui permet à relier Goma par la route au territoire de Massissi et à la province du Sud Kivu. Donc maintenant que Saké est d'une certaine manière verrouillé, ou en tout cas on ne peut plus y circuler, ça veut dire que Goma n'est plus, on ne peut plus relier Goma au reste du pays par la route sans passer par le territoire du M23 aujourd'hui. Mais alors comment expliquer cette escalade de la violence depuis le début du mois de février au Nord Kivu? Oui, alors je pense qu'il y a essentiellement deux raisons principales. D'abord, on sait que la communauté internationale, en ce moment pousse pour essayer de mettre les acteurs de ce conflit autour d'une table, et notamment le président congolais et le président rwandais. Alors, même si les populations reprochent le silence et la complicité même de la communauté internationale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, d'une certaine manière, je crois qu'on l'a entendu dans votre reportage, les populations reprochent même cette attitude de la communauté internationale qu'ils assimilent à mettre dos à dos des belligérants, alors que de leur point de vue, il y a un agresseur et un agressé. Et ce qu'ils attendent, c'est plutôt des sanctions à l'égard du Rwanda. Mais en tout cas, il y a cette politique, on va dire, de la communauté internationale actuellement, de pousser pour ces négociations. Et donc on peut imaginer que de part et d'autre, on essaye de se positionner pour aborder cette perspective en position de force. Par ailleurs, actuellement, il y a les forces de la SADC, donc la communauté d'Afrique australe, les soldats sud-africains et tanzaniens qui sont en train de se déployer. On pressent qu'ils sont déterminés à combattre le M23. Et donc, cette offensive, ça peut être aussi un moyen de les gêner, voire essayer peut-être d'empêcher ce déploiement. Alors on a aussi appris que l'armée rwandaise, qui soutiendrait la rébellion du M23, selon l'ONU, aurait utilisé des missiles sol-air, toujours selon un document de l'ONU, dont au moins un aurait pris pour cible un drone des Nations Unies. Est-ce le signe que le conflit prend une nouvelle tournure, une guerre aérienne? Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces dernières semaines et même ces derniers mois, on assiste à une course aux armements dans cette zone. Le fait peut-être le plus marquant, le plus nouveau, ça a été l'arrivée sur le champ de bataille de drones armés qui ont commencé à opérer à la fin de l'année dernière, côté armée congolaise, bien sûr. Donc ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. On a vu par ailleurs que le président Tshisekedi lui-même s'en était saisi pendant la campagne. Il avait menacé de déclarer la guerre au Rwanda et il a évoqué la possibilité d'utiliser ces armes. Et on sait qu'elles ont eu un impact sur le champ de bataille, puisque le M23 a dû reconnaître avoir perdu des officiers dans certaines de ses frappes. Alors, parallèlement, on voit que le M23 et le Rwanda ne sont pas restés les bras croisés, et notamment ils se sont renforcés avec ses capacités, avec ses missiles sol-air, et on sait qu'ils en ont fait usage, qu'ils ont au moins une reprise visé et détruit ces drones d'attaque. Et pour lutter donc contre les rebelles du M23, le président Tshisekedi évoque la levée du moratoire sur la peine de mort. Concrètement, comment compte-t-il s'y prendre, si peine de mort il y a? Alors, d'un point de vue légal, je pense que ce n'est pas extrêmement compliqué. Il pourrait le faire, il a le pouvoir de le faire. Maintenant, ce qui est peut-être intéressant à analyser, c'est à quoi est-ce que ça répond. Je pense que c'est essentiellement un message en fait, qui s'adresse d'abord à l'armée congolaise, c'est-à-dire qu'au sein de l'état-major congolais, il y a beaucoup de gens qui sont convaincus qu'il y a des officiers qui traitent avec l'ennemi, qui lui donnent des informations, qui même parfois donnent des ordres
qui sont favorables à l'ennemi. Et aussi, on sait que parfois, ça arrive que des soldats se retirent du champ de bataille, battent en retraite, parce qu'ils estiment que le rapport de force leur est trop défavorable, qu'ils ne sont pas suffisamment armés, équipés pour faire face à leurs ennemis. Donc, je pense qu'un des objectifs, c'est d'essayer de rectifier en fait, ces comportements au sein de l'armée congolaise. Et ça aussi, je pense, c'est aussi en partie adressé à l'opinion publique congolaise, c'est-à-dire que le gouvernement montre que malgré les difficultés que l'armée peut rencontrer, il reste déterminé et ferme dans sa volonté de mener cette guerre. Pierre Boisselet, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des recherches sur la violence à l'Institut congolais et Bouteli. Merci.